To welcome you all to the second roundtable of the September Summit, Imagining Infrastructures for Black Architecture. Une infrastructure pour l'architecture noire. Et tous ces éléments sont disponibles en ligne. J'aimerais remercier le professeur pour sa lecture cet après-midi. Et aussi, ces deux journées, les discussions, on parle des dimensions formelles de la réflexion sur l'État noir. Le professeur a invité des géographies résilientes et le professeur Somororo introduit le shape imaginaire, comment penser le triangle et non pas l'hexagone en réflexion noire en français et le cas des études noires en France. Et une discussion avec Julie Maheto et Tombela a ouvert toute une panoplie de réflexions sur l'abstraction. Maintenant, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes sous les auspices d'une musée, la possession de la propriété volée par les gens qui sont opprimés en Afrique subsaharienne. J'aimerais informer ceux qui voient cette émission que le panel va être en anglais avec une traduction simultanée en français disponible en changeant la configuration YouTube. Partagez vos questions sur le chat de YouTube pendant et après la présentation. Et vous pouvez échanger avec les panélistes. Aujourd'hui, nous aurons le professeur Ola Ubuku, Ola Hassanin, Emmanuel Adassamou et Soumaya Vallée. J'ai invité nos orateurs de partager leurs interventions par rapport à cette image et je suis ravi de voir ce qu'ils ont trouvé par rapport à ça. Il y a quelques années, on a publié dans le musée d'art moderne à New York. Je vais lire l'exercice de leur déclaration pour un guise d'introduction aux événements. On a évité la participation dans cet effort d'opérer en complicité avec des aspects répressifs du système actuel. C'est fini maintenant. On s'est engagé on enlève les œillères qui empêchaient l'eurocentrisme dans les buts politiques. On rejette les frontières établies par les États-nations, on challenge le racisme anti-noir et de créer des pratiques libératoires. Emmanuel fait partie de la BRC et on va en revenir. Ce soir, je vais me concentrer sur l'imagination des infrastructures et demander à nos orateurs, dont les pratiques couvrent l'architecture et l'espace urbain, comment nous pouvons réfléchir de manière critique à la relation entre la négritude et l'environnement bâti et discuter de la convergence et de la divergence de leurs pratiques à travers des différentes géographies. Quels sont les exemples de pratiques urbaines et émergent comme stratégie de la résistance? Et ces pratiques peuvent-elles perturber le séquentiel des colonisations en Afrique? Et de plus, peuvent-elles créer des espaces d'imagination radicale au sein de la société anti-noire? Parmi les héritages spatiaux de la puissance coloniale en Afrique figure l'architecture de l'éducation. Jusqu'aujourd'hui, et dans de nombreux endroits, elle reste façonnée par les ambassades étrangères et les ONG internationales. Le professeur Ola Ubuku porte sur l'histoire des espaces d'apprentissage en Afrique et les questions contemporaines liées à la mise en place d'infrastructures sociales pour les communautés minoritaires dans les villes de l'Ouest et du Sud. Elle a publié dans le passé, dans les domaines de l'architecture africaine, des études sur la diaspora africaine, des communautés protégées et les pédagogies dans l'enseignement de la conception de l'environnement. Elle effectue actuellement des recherches sur l'architecture de l'aide. Elle coordonne également le laboratoire Eden App Tools pour l'Environmental Analysis Lab, qui se concentre sur le développement d'applications destinées à l'enseignement de concepts environnementaux, que l'éclairage, le confort thermique et l'acoustique aux étudiants de premier cycle. Elle est professeure d'architecture dans l'école d'architecture de Manchester. Elle a déjà travaillé sur l'architecture. Elle est doyenne d'international pour l'Afrique à l'Université d'Édimbourg. Professeur Ubuku, l'écran est à vous.
Merci beaucoup. Merci pour cette introduction et merci aussi aux organisateurs de cet événement. Je me sens très humble par rapport. Et comme il me reste que 10 minutes, j'aimerais passer au slide directement. Je vais également décrire assez soigneusement ce dont je dispose. Et je triche un peu. J'ai 2 images sur un slide, mais c'est très important parce que ça donne du contexte à ce que je vais évoquer. Donc ceux parmi vous qui viennent de Nigeria peuvent connaître cette zone. C'est sur le Broad Street et à droite, vous avez des plans de ce qui fut la prison principale pour l'île de Lagos. Donc c'est à l'île de Lagos, sur Broad Street, et c'était le site donc de la prison principale. À gauche, vous voyez ce qui est devenu depuis le Freedom Park, le parc de la liberté. Donc, un peu d'histoire, rapidement. Lagos, c'était une colonie à l'origine. C'est devenu ensuite partie de le protectorat de Nigeria de l'Ouest. Et depuis 1946, lorsque l'ensemble de Nigeria était joint, Lagos était la capitale. Et avec cette capitale, sous l'époque coloniale, certaines des infrastructures incluaient des prisons et d'autres agences de la loi. Et les prisons sont assez rapprochées aux tribunaux et aussi la presse. Mais pour notre discussion aujourd'hui, je focalise sur l'espace qui est devenu Freedom Park. La prison fut initiée en 1877, bien avant l'époque coloniale, et ça a continué à exister comme prison jusqu'à 1980, les années 80, bien que beaucoup de prisonniers étaient déplacés déjà ailleurs. Mais ce fut un endroit où même moi-même, en tant qu'adolescente, en visitant Lagos, on pouvait entendre des cris de prisonniers. Donc, c'était donc le colonialisme a fini en 1960, le 31 octobre. À partir des années 60, des années 80, ça a continué à opérer comme prison. Pour décrire le plan, c'était censé prendre au moins 136 prisonniers. C'est pas très grand. Et à l'espace où il y avait les gallows, ce sont des lieux où les gens seraient pendus pour des crimes sérieux. C'était aussi un aspect... À Batame-Awolawa, le premier de la région ouest nigérienne était incarcéré dans cette prison, et je pense, mais je n'ai pas la confirmation, que Nnamdi Azikiwe également faisait partie du mouvement de l'indépendance, était aussi en prison dans cet espace. À la fin de l'utilisation en tant que prison dans les années 80, c'était laissé comme en friche. Si vous connaissez Lagos, c'est similaire à New York. En termes d'immobilier, c'est la terre qui coûte cher. Donc on l'a laissé pour développement, puisque ça appartenait au gouvernement fédéral de la Nigeria. Et ce qui s'est passé après, c'est une histoire intéressante. Apparemment, c'était sur le point d'être acheté par les développeurs pour bâtir des immeubles de bureaux ou des appartements. Mais sous la pression, l'architecte, qui s'appelait Theo Lawson, a pu obtenir le site qui est sur la gauche et dire que ça deviendrait un parc public à l'utilisation de tous. Et à la dernière minute, donc, ça a changé de main. Et maintenant, il a développé ce qu'on appelle le parc Freedom. Et le Freedom Park, c'est en fait un parc public, mais c'est plus que ça. Ce que Théo a pu faire, c'est de retenir l'histoire du passé. Lorsque vous entrez dans le parc, vous voyez où se trouvait l'espace où il y avait des pendaisons. On peut aussi voir certains des blocs de cellules. Il a également fait installer une galerie d'art sur le site. Et le plus important de tout, c'est qu'il y a un endroit pour les performances. Il y a une estrade. Et par coïncidence, son partenaire, c'est un membre de la famille Ransom Kuti.
Ça veut dire que l'espace a été utilisé pour les chansons de protestation. Donc, c'est changé d'un lieu qui était une zone de disposition et de pendaison et de mort à une zone qui maintenant est utilisée par le public. Et très important également, une partie de l'objectif, c'est d'éduquer les enfants du coin. Donc, donc on paye un petit quelque chose, mais les résidents peuvent venir dans le parc et visiter et voir l'histoire du parc qui est racontée dans les espaces qui demeurent en tant que rappel du passé. Importante également, puisqu'il y a des liens à cette famille, la famille Kossi a également utilisé cette estrade pour évoquer et pour mettre et chanter les chansons de protestation. Pendant la période de NSARS, ça ne faisait pas partie des protestations, mais c'était vu comme étant une partie de réclamation des terres et de mise à l'utilisation des résidents. Donc, c'était vraiment un lieu de ralliement des personnes. Et c'était aussi une lumière d'espoir pour dire qu'on peut parfois contredire et réclamer des choses qu'on aurait imaginé impossibles. C'est le seul espace que je peux imaginer à Lagos où l'immobilier n'a pas triomphé sur la volonté du public, la capacité de produire quelque chose qui soit d'une utilisation publique. Comme le parc a des murs, et comme je l'ai dit, le fait que vous puissiez rentrer pour un petit montant, et il y a un rôle dans l'éducation depuis le début. Donc, ça a été fini en 2011. Donc, c'est vieux de 11 ans maintenant. Si vous regardez la plupart des cartes touristiques, Freedom Park est bien désigné comme un lieu de destination des touristes. Maintenant, à partir d'une prison, c'est devenu une attraction pour les touristes et aussi pour les gens locaux qui peuvent profiter et utiliser à leur gré. Avant la pandémie, évidemment, 3 mois avant la pandémie, j'asseyais dans le parc et j'écoutais un ensemble de jeunes personnes et des musiciens bien rodés qui utilisaient cet espace pour démontrer que la liberté était possible et les espaces qu'on a pu réclamer peuvent parler de ces histoires dans les mots techniques qu'on pourrait appeler le début du palimpseste. Donc, bien nombre de bâtiments autour du périmètre de l'image de gauche sont des résidus des bâtiments de prison au début. Donc, la zone centrale a été dégagée, mais on a gardé la devanture telle que c'était la prison à l'époque où on l'utilisait comme prison. Et c'est important aussi, parce que du point de vue de la durabilité, Lagos est l'une des zones les plus bâties dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, d'avoir pu réclamer et récupérer cet espace et laisser respirer cet espace et aussi de pouvoir raconter l'histoire de nos aïeuls et les histoires de la colonisation depuis 1874. C'était un espace colonisé jusqu'à sa libération, je dirais, en 2011. C'était vraiment une histoire positive. Tant que l'avenir, ça sera intéressant parce qu'au moment même, cette terre est louée. Mais je crois toujours que la liberté va prévaloir. Et la plupart, plus les gens connaissent de leur liberté et leur culture, plus ils vont attacher de la valeur à ces espaces et bâtir là-dessus comme des espaces où on peut récupérer la terre qui était tellement importante et les terres de nos aïeuls. Et dans notre cas au Nigeria, où la protestation des NSARS a commencé de présenter des défis. Voilà mon offrande au début de cette conversation. Je pense que si vous allez au Lagos, eh bien, c'est l'un des lieux qu'il faut absolument visiter. Allez-y le soir, écoutez la musique et pensez à combien de centaines d'années cette terre représente. Merci.
Thank you very much. This Merci beaucoup. incredible sort of way to start. Une très belle manière, une manière incroyable de commencer. So yes, we can contradict and reclaim things. On peut I will contredire cela ou être d'accord avec. Je vais continuer à partir de là. L'espace se transforme. Il ne cesse de changer. Un espace hybride peut-être, comme ce que Sylvia Winter appelait un humain hybride. Pouvons-nous changer? Certains d'entre nous peuvent-ils devenir des grenouilles, des oiseaux? Comment pouvons-nous imaginer le monde? Je me demande s'ils avaient cet endroit à l'esprit. Pourraient-ils évoquer un espace comme celui que nous avons maintenant? Voici donc un extrait de Promissory Notes, un texte paru l'année dernière dans le cadre de la question de l'ouvrage d'Ola Hassanein. Comment allons-nous vivre? Ola Hassanein s'est penchée sur la politique subtile de l'espace, à savoir comment les espaces bâtis réagissent à la violence des entités étatiques et la renforcent, ce qui crée un environnement bâti qui reflète la vie de ceux qui l'habitent, y réagit et la régule. Son travail le plus récent explore une idée de l'espace comme discours, une notion élargie de l'espace qui englobe les questions politiques et environnementales. Son travail tente de développer un vocabulaire spatial qui suit comment les ruptures présentées par les événements politiques permettent d'aspirer à de nouveaux types d'écologie. Je pense que cela fait écho également à ce que l'on vient d'entendre sur ces différents types de géographie. Le développement de la pratique critique de l'espace par Hassanein s'inspire en partie de sa formation post-universitaire qui inclut une candidature en cours au doctorat en pratique de l'Académie des Beaux-Arts 2017-2018, enseignement à l'Université des Arts d'Utrecht et à l'Institut Sandberg, entre autres. Et je donne désormais l'écran à Ola. Ola, vous pouvez allumer votre micro. You're still on mute. Ola, vous êtes toujours sur mute. Thank you for having me. Merci de m'avoir invitée. I'm very, very pleased to be here with such a great lineup. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous, parmi un si beau panel. Go ahead and get to it. Second, yeah. When I look at the outside, through Alors quand je regarde par la fenêtre, que je regarde l'extérieur, que je vois le soleil, les minarets en fond d'écran, les constructions qui ont été bâties il y a plus de 20 ans, by yet another economic crash, quand ces constructions ont cessé à cause d'un crash économique, je vois ces femmes qui sont debout dehors et qui sont assises également à l'ombre de leur magasin. selling tea and dumplings Elles vendent du thé et des dumplings in air. et disparaissent tout à coup. One of many who have disappeared quickly. On voit donc une de ces femmes qui vendait du thé et qui m'avait dit auparavant qu'en fait elle faisait un roulement parce que la police avait déjà confisqué son matériel, du thé, du sucre, des tasses, des théières. Le policier lui expliquait qu'elle était probablement impliquée dans des comportements immoraux. Ici, on en vient à la définition de l'extérieur, la compréhension de l'extérieur, d'un environnement situé à l'intérieur, à l'extérieur des portes, dans le jardin, à l'air libre, dans le patio, dans le jardin arrière. Les espaces publics dans les villes sont les trottoirs, les rues, là où nous avons le droit d'entrer. Tout espace fermé, nous avons le droit de rentrer. Est-ce que nous pouvons donc échapper à ces formations, ces interventions politiques qui proviennent de notions de solidarité, de
travaux sociaux, d'œuvres de charité qui cherchent à transformer ce terrain urbain. Tout cela devient le principal mode de rencontre, de rassemblement, et tout cela semble n'être que provisoire. Tout cela a lieu lorsque l'État réglemente cela. J'ai toujours pensé que le type de concept comme le Black Outdoors était assez utilitaire et cela m'a interpellée. Parce que l'État vous réglemente, que vous soyez à l'intérieur ou non, dans un enclos fermé ou non. Est-ce que l'on peut s'organiser, s'auto-déterminer? Est-ce que ces notions peuvent exister au sein des villes lorsque ce qui est à l'air libre est déjà à l'intérieur d'espaces physiques? Même si les architectures suggèrent autre chose. Cela m'amène toujours à le fait de ne pas faire de travail collectif à l'extérieur de là où nous sommes confinés. Cela comprend également des discours au sens plus large. Nous devons, en tant qu'architectes, nous demander ce qui nous force à l'intérieur de ces espaces clos, que ce soit les cartes ou d'autres formalités. Nous devrions essayer de nous diriger vers ce soleil qui brille sur ces femmes qui vendent du thé au coin d'une rue ou le groupe d'hommes qui discutent près de ce stand de thé. En 1990, l'association coopérative de femmes qui travaillent dans le secteur de la boisson et de l'alimentation a été formée de manière officielle. La coopérative incluait également des identités, un abonnement qui permettait de tracer les adresses des femmes qui appartenaient dans la ville. Et malheureusement, cela les rendait vulnérables, elles pouvaient être pourchassées, donc leur emplacement, leur existence à l'air libre n'était pas la fin de leur chasse, du fait qu'elles soient pourchassées. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que avec ces idées d'autodétermination, de comprendre ce que cela veut dire quand on utilise un langage, une organisation, cela s'inscrit également dans l'espace physique et au sein de communautés. J'aimerais évoquer la citation de George James de Beloved Community. Cartographier le terrain politique est un art. Les frontières sont toujours changées dû aux conflits politiques, les compromis, les conflits. L'art abstrait qui peut échouer à faire référence à ces corps nous mène à des notions de corps politique et de répression. En 2017, cette coopérative des vendeuses de thé comptait sur 8000 membres qui vendaient du thé dans la ville de Khartoum. Ces vendeuses de thé, une sorte d'agence politique qui accepte une action formelle politique de communauté. En créant cette coopérative, cela semblait inscrire leur destin de manière paradoxale, être toujours à l'air libre et toujours fuir la police. Cette création du mouvement a donc eu deux impacts et je pense que je veux cultiver cette ombre politique de cette agence, une manière dont on pense qui doit être une manière qui doit être effectuée selon nous, mais également la manière dont, grâce à cette alphabétisation spatiale, de comprendre ce que nous avons. Et j'aimerais cultiver cette ombre spatiale parce que je pense que cela n'informe pas
le fonctionnement de nos organisations. L'idée de ces agences demande une logique qui requiert une certaine compréhension de l'état d'être sans organes politiques, l'existence d'organes comme son opposé. En général, cela fait partie des corps des personnes. Il s'agit d'une cohérence, de trouver d'autres manières de naviguer les espaces, de survivre. Et c'est mon désir de mentionner ces implications politiques, une manière de révéler la manière dont la vie et la survie de ces vendeuses de thé reposent sur une connaissance non cartographiée. Cela se réfère à différentes formes de politique de mouvement, d'exil. L'air libre est une manifestation des géographies qui compte puisque cela permet d'inclure tout type d'histoire, de rencontres spatiales, de négociations temporaires. Cette scène de l'air libre est ce qui est physiquement présent. L'air libre, dans son architecture spatiale, dépend de ce que l'on voit à l'extérieur. L'air libre dérive de l'extérieur que nous créons en tant qu'architectes. C'est ce qu'il manque de manière géographique dans l'organisation d'une ville urbaine. C'est un élément architecture qui n'est pas géré pour créer des limites physiques, mais qui nous enjoint à nous inscrire à l'intérieur de cet espace. Cela veut dire que les architectes organisent une existence géographique, politique, sociale qui se réfère à l'invisible, ce qui n'est pas vu et ce que nous n'arrivons pas à voir. Ce que l'on considère être quelque chose d'invisible dans les espaces noirs provient de notre vocabulaire architectural. En septembre 2017, la municipalité de Khartoum a banni ces espaces verts, autres espaces publics dans la ville, et donc a interdit ces vendeuses de thé à travailler dans les rues, les espaces verts ou autres endroits publics. Et celle qui était à la tête de la coopérative a expliqué qu'il y avait une confiscation régulière de leur matériel. En 2020, la municipalité a interdit cette coopérative à s'exprimer sur cette question de leur matériel confisqué. En décembre 2020, la directrice de la coopérative et toujours aujourd'hui continue à représenter ces vendeuses de thé qui sont condamnées à une vie de pauvreté et d'isolation. Pouvons-nous construire un environnement où cela n'est pas limité, les possibilités ne sont pas limitées? Permettre à ces vendeuses de thé de naviguer dans ces terrains. Bon, ici, on voit également une oppression des femmes noires et un contrôle policier de cet organe. Est-ce que nous pouvons construire un monde où nous pouvons vivre ces vies dans ces limites de l'air libre? Et je crois que nous devons faire une tentation de scénario architectural, car nos vies sociales s'inscrivent également dans ces espaces dans la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Emmanuel Admasou décrit l'architecture comme un projet civique qui fournit des plateformes pour la négociation des différences. Admasou est architecte et partenaire fondateur avec Jane Wood de ADWO, un cabinet d'art et d'architecture basé entre Brooklyn et Providence et par extension entre Melbourne et Addis Abeba.
Il est membre fondateur du Black Reconstruction Collective et rejoindra la faculté en plein temps du GSAPP à l'Université de Columbia à l'été 2021. Ses pratiques de conception, d'enseignement et de recherche se situent à l'intersection de la théorie du design, de la justice spatiale, de l'art africain contemporain, de la théorie postcoloniale et de la théorie critique. L'œuvre est une méditation sur la constellation internationale des espaces afro-diasporiques. Admasou est titulaire d'un doctorat honorifique de l'Institut de Black Studies. Monsieur, c'était vous. Tout d'abord, merci, Sarah et Edwin, et tous ceux qui se sont engagés à organiser ce sommet formidable pour m'avoir invité, d'être en conversation avec certains de mes héros. Et je ne sais pas comment je vais suivre les deux précédentes présentations qui m'ont précédé, mais je vais simplement vous donner quelques fragments à partir des travaux qu'on a développés pour une exhibition au Musée d'art moderne hier, qui a ouvert hier, qui s'appelle « Les reconstructions d'architecture et le Blackness in America ». Et je suis ravi, Sarah, qu'elle a lu le manifesto au début, parce que la formation de la BRC, sans doute, sera l'élément le plus important à sortir de cette exposition. Mais je ne vais pas montrer d'image de nos installations. Je vais utiliser cette image-là, qui est probablement l'image la plus parlante par rapport à ce qu'on a fait. Ce sont des étudiants à Atlanta, sur le boulevard en 1994, et la photographie était prise par Candice Contine pour le journal The Atlanta Journal-Constitution. Dans une conversation récente entre Sadie Hartman, Tina Camp et Mabel Winson, le professeur Hartman a mis au défi à l'assistance d'imaginer des projets qui pratiquent le refus contre la clôture racialisée et les clôtures de privatisation. On peut argumenter que ces deux façons de clôturer ont une relation antithétique l'un avec l'autre. Ils sont distincts, mais ils sont très rapprochés. Une autre manière d'y penser, c'est que le fait d'être blanc et l'architecture, les deux étaient inventés pour faire en sorte que le monde soit mesurable et donc exploitable, pour construire l'ordre mondial basé sur la race, pour dévaluer la planète et le convertir dans des fragments bordés par des frontières. C'est un tel don, un tel cadeau de se rendre compte par l'email de l'invitation du sommet que Achille Bembe allait donner le keynote. Parce que ces essais récents pour imaginer un monde sans frontières sont tout à fait alignés avec la provocation posée par le professeur Hartman. Plus précisément, on s'intéresse à la juxtaposition entre la race et la propriété, qui est dans la provocation de Hartman. Et ces juxtapositions nous empêchent de nous cacher dans les zones de confort qui serait un capitalisme noir. C'est une prémisse fausse, un paradoxe qui utilise quelques exemples d'exception pour justifier l'impulsion de maintenir le statu quo. Mais ne vous trompez pas dans ma provocation, ce n'est pas quelque chose de néo-marxiste, ce n'est pas une fantaisie marxiste. En fait, je parle des pratiques ordinaires de tous les jours, de refus au noir dans les pays, dans les banlieues et dans les villes. Et ce n'est pas quelque chose qui a déjà été défini ou capté. Il y a un certain nombre de réponses imposées par le régime contemporain de suppression et d'oppression et de subjection. Si l'architecture est une discipline qui rend le monde mesurable et donc exploitable, je pourrais dire que le fait d'être noir apparaît partout et l'architecture pas. Ça demeure dans les espaces qui ne seraient jamais qualifiés comme de l'architecture avec un A majuscule. Ça vit tous les jours.
et cela s'étend sur les espaces ordinaires. Et notre travail au niveau de l'exposition, c'est une méditation sur l'immesurabilité de l'espace et les pratiques à Atlanta. Et on peut penser à l'Atlanta comme c'est par le biais de ces liens avec des liaisons par train à la ville du port et les prédécesseurs, la ville d'Atlanta en Géorgie. Ces trains, ces chemins de fer ont donné leur terminus. Malgré cela, bien que ce soit le terminus sur un chemin de fer à la fin du 19e, c'est toujours un point d'arrêt, un seuil pour la futilité de la vie noire. L'Atlanta est une ville noire où les Noirs restent sans s'installer. Et l'idée de rester sans s'installer, c'est caractéristique. Et c'est critique de considérer les liens qu'a la ville au continent de l'Afrique. Et la pièce maîtresse pour cette installation, c'est une tapisserie qui dépeint le ridge au milieu de l'Atlantique. C'est une espèce de rupture au fond marin de l'Atlantique. Et c'est une métaphore géographique pour la construction de races. Cela matérialise 500 ans d'extraction. On devient noir par le mouvement en croisant cette ligne entre Est et Ouest. C'est la violence qui sous-tend la logique qui lie l'Afrique aux Amériques par le biais de l'Europe, évidemment. Mais c'est important de noter que c'est également, puisque c'est un site de mouvement, c'est également un site de formation, ce qui préfigure une esthétique noire globale. Donc, lorsqu'on focalise sur la ville, les bois de l'Atlanta semblent occuper une dimension mythique avec les infrastructures d'autoroutes et les centres commerciaux, etc. Ce sont des espaces où être noir est une identité constamment en négociation. Par exemple, l'Waffle House, qui est une espèce de chaîne de restaurants assez associée avec la vie de la nuit à Atlanta. En fait, jusqu'à 4 heures du matin, et ensuite on va au Waffle House pour le dernier repas avant d'aller se coucher. Et donc, quand on roule sur l'autoroute, il y a des moments où il y a un chevauchement entre les bois et les panneaux. Par exemple, les panneaux indiquant le Waffle House produisent les idées de ce que c'est que d'être noir. Être noir par association, et c'est un noirceur qui est flou. Une autre façon de penser à Atlanta, c'est par l'ambiance de la musique. Un genre qui intime l'expérience d'être noir dans une ville noire et ne pas se sentir sécurisé pour autant. Une autre façon de penser à Atlanta, c'est par l'acte monotone de conduire, la banalité de se déplacer sans cesse. Et peut-être que c'est pour ça que cette image-là d'étudiants pendant le Freaknik en 1994 était si importante comme image, un point de départ pour l'installation qui a été produite. Pour vous en donner quelques infos, Freaknik, c'était tous les ans, c'était organisé par les étudiants des universités historiquement noires et pendant la pause du printemps. Et donc, ils venaient à Atlanta pour cette espèce de pique-nique. Mais les événements terminaient par la provocation de toutes sortes de bouchons autour de la ville. Les gens sortis de leur voiture et convertit ce bouchon en grande fête. Donc, en fait, le blocage devient un site de production culturelle pour relier les jeunes noirs qui en provenance de partout aux États-Unis. Donc, ce que je voulais argumenter ici, c'est qu'en tant que noirs dans les environnements coloniaux, typiquement, on n'a pas vraiment pu former cet environnement, mais on contrôle ce qu'on fait à l'intérieur de ces environnements-ci. Et souvent, ça veut dire quelques interventions spatiales éphémères qui altèrent la signification de ces... Par exemple, avec Freaknik, l'autoroute, qui aux États-Unis, c'est une construction qui coupe les Noirs de la ville, devient un lieu qui permet les Noirs à se relier ensemble. Et je pense qu'il y a une tentation d'établir des liaisons binaires entre les Blancs au nord et les Noirs au sud, ou alors la ville qui est noire et les banlieues qui sont à prédominance blanche. Mais on a déjà dit dans les deux présentations,
c'est un mélange continuel et réimagination continuelle. Et peut-être que c'est aller avec et contre ces barrières qui définissent en quoi consistent ces banlieues et ces villes et en quoi consiste le refus, cette définition par l'architecture pour définir en quoi consiste ce qui est mesurable, et par le biais de ces pratiques spatiales qui permettent de s'engager avec la ville de manière différente et d'imaginer des mondes radicalement différents parce que le statu quo n'est pas tenable. Merci. Thank you very much, Emmanuel. Merci. 2 weeks ago, Time ran a profile piece on Sumaya Valley. In it, she says, Il y a 2 semaines, le Time a publié un article sur Sumaya Valley. Elle dit « Il y a tant de choses qui nous ont été enlevées ou effacées ou nous ont ravagées sur le continent. En regardant ces autres façons d'être, il y a tant de choses qui attendent d'être réalisées, de conception. La conception, la recherche et la pratique pédagogique de Sumaya Valley s'engage à trouver l'expression d'identité hybride et de territoire contesté. Son travail, son médico-légal, s'appuie sur la performance, le surnaturel, le rebelle et le négligé comme les lieux générateurs de l'histoire et du travail. Elle est actuellement basée entre Johannesburg et Londres en tant que... elle est principalement à Londres en ce moment où elle travaille sur un projet en tant que principal designer pour le Serpentine Pavilion. Elle est la fondatrice et la directrice de Counterspace, un studio d'architecture collaboratif basé à Johannesburg. Counterspace occupe un espace entre le fonctionnel et le spéculatif. La pédagogie qui simultanément décrit les villes, leur histoire et leur avenir, et les imagine. Le studio gère également Counterparts, un espace interdisciplinaire, une résidence, une plateforme de dialogue et de publication qui s'intéresse à la recherche, à l'implantation et à la création de méthodes de travail collaboratif. L'écran est à Sumaya. Hi everyone, it's an honor to be here. Bonjour à tous et à toutes, et je suis très honorée d'être ici parmi vous. Benjamin, est-ce que nous pouvons montrer la vidéo? Architecture intime, incriminée, impliquée. En Afrique du Sud, une loi de 1993 sur les terres autochtones, Natives Land Act, a été adoptée largement pour réglementer la présence des Africains dans les zones urbaines. Elle a donné aux autorités locales le pouvoir de délimiter, d'établir des sites africains à la périphérie des zones industrielles urbaines blanches et de déterminer l'accès à ces zones et leur financement. Cela a ancré dans la législation le fait que les Noirs vivraient à côté de zones toxiques, des décharges de mines et des zones tampons industrielles à Joburg. Les jours de vent, certains quartiers sont couverts de poussière jaune, des zones tampons pour les Blancs, des parcs, des arbres. Les récits de la ville ont été façonnés et soutenus pour ceux qui ont été les pionniers et les promoteurs de l'urbanisme en Afrique du Sud, ce qui a généré un débat sur l'application des architectes sud-africains dans la création de logements standardisants pour les Africains. Jusqu'à présent, les grandes villes ne constituent pas la principale référence pour les critiques et les promoteurs de l'urbanisme sud-africain, et les analyses souscrivent souvent aux idées de villes en croissance rapide, de crise inévitable du logement, des bidonvilles et du chaos. L'aménagement spatial de l'apartheid a tenté d'homogénéiser les zones d'habitation pour les Noirs. Et l'on peut en voir la manifestation matérielle dans la NE 51-9 ou l'édition non européenne numéro 9 de 1951. Une maison en série dans des quartiers standardisés vers lesquels les Africains ont été retirés de force. Les municipalités ont planifié ces infrastructures de grilles poussiéreuses et homogènes.
Les espaces des maisons sont devenus des espèces de rencontres secrètes, des réseaux de maisons. Comment les corps exilés se retrouvaient sur la table, autour de la table de la cuisine, dans la chambre, avec parfois des espaces où sont inscrites les chartes et des stations de radio pirates. Beaucoup de vie s'est développée dans les fissures entre ces maisons. Dans les rues, les shebeen et les cours sont devenus des centres vivants pour les fonctions sociales. Les shebeen queens se multipliaient, les mouvements de jazz étaient nés. La boutique du coin et la boulangerie devenaient le lieu de la résistance quotidienne de la communauté. À Johannesburg, un certain centre de l'histoire des migrants et de la migration. Un phénomène qui se poursuit toujours avec une typologie hybride qui se développe dans la construction d'un conglomérat d'appartenance entre l'hôte et le foyer, le domestique et le public, le loin et le près, les géographies et les territoires qui s'en mêlent et se lient. Le rôle de l'architecture a été de confiner, de contrôler l'espace en façonnant l'expérience historique et les relations sociales d'une forme statique. En conséquence, une histoire des peuples pour le mouvement des foyers forcés ou volontaires et non des espaces et l'expérience prédomine et ne trouve pas de traduction facile ou directe. La recherche de forme et d'histoire à la fois dans l'architecture de la migration et le soutien du contrôle et de la construction de l'appartenance donne un potentiel et ouvre la possibilité de nouvelles expressions de conception ou d'identité et de liberté politique. La maison, le foyer à l'échelle de la table, projet, une géographie, un rassemblement panafricain, géographie au Vietnam, Biennale de Vietnam en Chine, Kinshasa, Nairobi, au Lagos, à Accra, Casablanca, ébrédée par Joburg. La maison dans l'appartenance et les archives des identités retrouvées dans les rituels de rassemblement, des recettes, des ingrédients, des chansons, des mythes, des histoires. Ce projet, Gathering Table, table de rassemblement, propose des archives vivantes d'aliments et de rituels de rassemblement de maisons qui ont voyagé à travers le continent et se sont momentanément installés à Johannesburg. De quelle couleur est votre jollof? Les visiteurs sont invités à prendre place à la table et à partager un repas avec la personne à côté d'eux, tout en lisant des recettes, des traditions, des rituels de toute Afrique. Les configurations de la table sont tirées et extrapolées provenant des rituels alimentaires de Yeovil, connu comme le centre de l'Afrique dans la ville pour ses densités de racines africaines. La maison à l'échelle de la ville. Le hijr fait référence à l'immigration au passage ou à l'arrivée, un mot de racines latines et arabes. Historiquement, cela décrit la fuite du prophète Mohammed de la Mecque à Médina, échappant à la persécution. Dans son étymologie se trouvent les mots de départ, voyage et exode. Il est intéressant de noter qu'en ourdou, le thème signifie la fluidité de l'identité ou la troisième identité, de genre et de culture en particulier. Dans cette définition, le corps est compris comme un site littéral de transition, un vaisseau à travers lequel la culture et l'identité font leur voyage, un lieu où les deux sont logés. Les corps sont des archives également. Projet, la mosquée de Brixton, géographie, Brixton, Johannesburg. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 fois par jour. Les cloches de l'église sonnaient également à 9h le dimanche. Un nouvel ensemble d'harmonie. Le lever et le coucher du soleil, la transformation d'une ancienne église réformée néerlandaise en mosquée. Les minarets remplis de lumière n'apparaissaient que 5 fois par jour. Le vendredi, les nouveaux bords de rue sont animés. Les enfants gambadent, les commerçants font du commerce, les gens se rencontrent. Des formes émergent, une géométrie entre les anciens arcs de l'église et les nouveaux ordres paraboliques. Les nouveaux et les anciens rêveurs souhaitent que les adorateurs de deux religions et de deux périodes temporelles, les architectes prient ensemble et ressentent, se cachent et cherchent le passé, le présent et l'avenir. La réimagination d'un espace religieux entrecroisé, l'introduction de représentations géométriques islamiques archétypales dans la présence solide des arrière-plans des églises héritées. Polycarbonate translucide de 9 mm, 30 sur 76 mm de structure d'acier léger. Une lumière est allumée 5 fois par jour. Un clocher d'église est transformé en minaret. 250 mm d'arc monolithique en béton armé pour introduire des colonnades en béton translucide. Deuxième pot, un refuge de la rue. La maison à l'échelle de la frontière, le port,
un espace de traversée, de passage, de transition, un espace hautement programmé, semblable à un aéroport, un territoire contrôlé et dont l'accès a des conséquences qui déplacent de loin la géographie réelle du port, des passages et des contrôles d'espèces, de choses, de conditions, projets. Biennale d'Istanbul 2020, géographie, Istanbul, recettes d'un des stands dans les vitrines de magasins et des marchés du Caire et de Casablanca, le contenu granulaire du sol, l'argile moulée des ustensiles, la terre d'une boulangerie communale, le changement climatique, les sables mouvants, les frontières mouvantes, les matériaux et les ingrédients, la substance de la terre, les héritages de l'hybridation, du mouvement ascendant et de la mise en danger sont des archives en constante évolution de nos propres histoires, des fragments de données hard et soft, des traces du déplacement des espaces, des géographies et des pratiques, un tableau périodique de la terre et de la mer, creusant et soulignant les futures et histoires potentielles. Le khoshari, plat national de l'Égypte, est né du kijiri, plat rural de l'Inde du Nord, apporté en Égypte par des soldats indiens du Raj britannique ayant le mal du pays et transportant des lentilles dans leurs poches, des restes actifs, des histoires tranquilles, le silence des vanités, des empires désuets, de nouvelles catégorisations, des changements écologiques, des pratiques culturelles de la politique coloniale et de résistance, une faille profonde des lignes de contrôle et des mouvements d'insurrection. Ces architectures contiennent des recettes culturelles et des histoires de mouvement et sont utilisées quotidiennement au Caire et à Casablanca. Un vendeur de sandwich, une affiche de vente de falafel en vitrine, une nappe de marché centrale pour une pause rapide à l'échelle, la maison à l'échelle du cosmos, un Gomez, des guérisseurs très respectés chez les Zoulous d'Afrique du Sud qui diagnostiquent, prescrivent et accomplissent un rituel pour guérir une personne physiquement, mentalement, émotionnellement. Johannesburg 2020, se connecter avec ses ancêtres grâce au Sangoma. Des consultations par WhatsApp, divination, guérison de maladies physiques, émotionnelles et spirituelles, des rituels de naissance ou de mort, protéger les guerriers, contacter la sorcellerie et écrire l'histoire, la cosmologie et les mythes de leur tradition. Les guérisseurs traditionnels sont consultés par 60% des Sud-Africains. La géopolitique. Projet Johannesburg. Pour remonter au début de Johannesburg, Mai Mai est un lieu traditionnel dans la ville, un refuge pour ceux qui effectuent des foyers, qui créent des foyers transients dans la ville. Une plateforme qui permet aux leaders de retracer l'histoire. Observé dans les restes historiques de la ville, l'histoire commence avec l'inscription d'activités radiographiques dans cette zone et qui remontait vers le nord de la ville jusqu'aux plantations proches. Les cultures brûlent quelques semaines plus tard. Un réseau spirituel en mutation, des fréquences de millions de voix, de messages, des invocations, accessibles grâce à un petit portail dans cette ville à Johannesburg. Un projet en partie réel et imaginé, une station radio micro à échelle micro, utilisant un transistor sur le toit d'un magasin. Un programme de contribution sélectionné effectué par des personnes qui se trouvent de l'autre côté de Johannesburg. D'autres chaînes de réseau dans la zone. Grâce à cet événement et ses résultats sur l'économie, les prisons de Johannesburg sont restées continues, perpétuelles. Un rappel de l'histoire et de l'héritage dans la vie de tous les jours de Joburg. Un rappel des droits mythos qui ont frappé la ville il y a 2 milliards d'années. Les liens des ancêtres, l'entrecroisement des espaces, l'extraction. Le foyer à l'échelle de la ville, des frontières, Londres,
un entrecroisement de structures dans la ville, un endroit où l'on peut se retrouver, des espaces d'appartenance, les mangroves, le siège non officiel du carnaval de Notting Hill, la maison d'édition Centerprice, le club Voices à Dalston, un premier lieu à jouer de la musique noire à Dalston, des milliers d'épiceries, des milliers de salons, des multitudes de porches, de seuils, les incendies de Grenfell, des configurations, des identités, des appartenances, une histoire toujours présente, des géographies, des territoires qui s'entrecroisent, qui sont liés. Thank you very much. Merci beaucoup. Different kind of interpretation of Pour this. cette interprétation de cette image unique. Je suis sûr qu'il y aura des questions. J'ai pas mal de questions, mais je vais être gracieuse et inviter l'ensemble des personnes. Si vous avez des réflexions dans l'immédiat ou des questions que vous souhaiteriez partager les uns aux autres, si vous avez besoin d'une minute pour faire ça, ce n'est pas un problème. Si vous voulez formuler, sinon on peut déjà ouvrir la conversation. Je veux bien commencer. Je pense que c'est assez étonnant que personne, ou je pense que personne ne savait ce que les autres allaient présenter. Et une sorte de fil rouge autour de l'espace, de la place et de l'agence vers quoi on retourne. Et j'ai trouvé que c'était très émouvant, très émouvant. Et je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Mais je pense que c'est bien que le défi est là, dans l'ensemble de ces différentes interprétations. Je pense que ça m'a beaucoup ému, c'est sûr. I want to echo what Ola is saying. J'aimerais bien faire écho. Je suis ravi qu'elle l'a dit d'abord parce que je voulais le dire et après je me dis je vais être ça serait de l'autocongratulation parce que je suis honoré d'être dans cette compagnie. Mais pendant que vous avez parlé, j'ai senti tellement de résonance dans le sujet, dans le thème et aussi dans la manière dont on fait la lecture de tout ça. Donc merci à Sarah et Edwin parce que je pense que bien que nous ne nous sommes pas rencontrés à aucun moment, on sent qu'il y a tellement de synergie et de résonance entre nous. Okay, maybe I can now jump in with a thought. I mean, J'ai une réflexion à contribuer. J'ai beaucoup de questions en fait à poser et de reconnaître que c'est un peu le magique d'Edwin qui a créé ces synergies. Donc, par rapport à ça, j'aimerais demander, je me demandais, est-ce que pouvez-vous commenter? Il existe ces moments de convergence, de sentiments, de la manière particulière de réfléchir sur ces réclamations et comment reconfigurer et réinstituer et de reconnaître que nous réfléchissons sur une étendue énorme et une géographie énorme et historiquement énorme et aussi spatialement énorme. Et je me demandais si vous étiez capable de peut-être d'articuler où vous trouvez qu'il y a des divergences. Je pense que pour tout ce qu'il y a en commun, on les sent et c'est fort. C'est là. Il y a des projets aussi qui seraient bien de voir se rassembler. Mais quelles sont les particularités? Quels sont les contextes où il y a des moments de tangente ça peut être au niveau de la présentation d'aujourd'hui, par exemple, mais ça peut être également
au niveau de l'anecdote en termes d'expérience que vous avez eue dans un certain temps au courant de l'espace de l'éducation dont vous avez fait partie, puisque vous avez tous navigué ça, et peut-être utiliser ça comme tremplin pour réfléchir à ces différences dans ces différents espaces qui constituent les endroits où nous sommes et à partir duquel on pense à ces stratégies. Quelqu'un voudrait parler de ça? That's unfair. I will say, I mean, Je vais dire, it's been a phenomenal. ça a été un ensemble de présentations phénoménales et j'essaie encore d'évaluer et de digérer les images aussi, mais également les lectures très puissantes de ces espaces. I mean, for me, Pour moi, récemment, maybe mostly because of my surtout parce que j'ai une position aux États-Unis, je suis quelqu'un qui était élevé et né et pour réfléchir beaucoup à ce qui se passe quand on traverse l'Atlantique et qu'est-ce que vous emmenez avec vous and what you leave behind. et qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Donc je pense que beaucoup de mes travaux sur moi-même, et j'essaie de désapprendre, si vous voulez, certains aspects de mon éducation qui m'ont forcé à laisser trop derrière moi. I think a lot of Je pense que une bonne partie de tout cela, j'en ai parlé, nous avons on a cette profondeur au milieu de l'Atlantique et c'est toujours une lutte en fait par rapport à ça. C'est comme ça pour beaucoup. Et notre approche, je pense, à cela, is very different. At least c'est très différent. En tout cas, pour moi, basé sur ce que j'ai vu, je pense que nous avons des engagements différents avec des études noires and that's fascinating. You know, et c'est fascinant. I don't really have a clear. Je n'ai pas un argumentaire clair et cohérent, I'm trying to mais j'essaie de comprendre simplement stay comment nous essayons de rester liés au continent, mais tout en allant ailleurs, processing other values. et de traiter d'autres systèmes de valeurs et des conditions spatiales. Ola, would you like, or Ola? Ola, souhaitez-vous vous exprimer? Yeah, I'm happy to come in. I guess anecdotally, I have to agree with the fact that C'est anecdotique, mais je dois ramener le fait que Manchester a célébré le 75e anniversaire de la 5e réunion du Congrès panafricain, cet octobre. Et une anecdote, c'était, je pensais que je connaissais mon histoire en Afrique, mais j'ai appris pas mal de choses finalement. Mais pour revenir de l'autre côté de l'Atlantique, put together a bunch of on a rassemblé plein de discours et de célébrations, etc. en ligne. but the most Mais challenging lecture le plus grand défi, c'est ce qui a été annoncé par Kwame Anthony Appiah au sujet de la ligne des couleurs. Et il m'a obligé d'aller lire De Bois. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous pareils, mais la façon dont nous rencontrons les études noires et en quoi constitue le fait d'être africain dépend beaucoup de où nous sommes et où nous en sommes en termes de positionnalité. Mais si on revient à nos fondateurs au niveau du Congrès panafricain, leur rêve, c'était qu'on ait une vision panafricaine. Et cette lecture de Mme Kotoko a évoqué cela également. C'est pas dire que c'est une vision bonbon, mais il s'agit, si cette chose, de personnes d'extraction noire qui ont un certain nombre de choses en commun, mais il y a quand même une résonance qui résonne énormément au lieu et au temps. Mais je peux argumenter que les penseurs africains qui ont le plus de réussite transcendent l'Atlantique. Et c'est ça la force, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler la personne africaine État-nation. Mais ce n'est pas forcément lié à
à ces limitations, la plupart des conceptions sur l'Afrique, c'est des conceptions qui ne sont pas créées par nous. Donc l'Afrique n'est pas un pays. Mais l'amalgame d'États ne représente pas forcément ce qu'est l'Afrique. Le seul voyage que j'ai fait en Caraïbes, c'était au Cuba. Et je m'inquiétais parce que j'entendais les rythmes du village de mon père en Nigeria. J'entendais les mêmes rythmes du tambour. Et je ne suis pas étudiant de musique. Mais ça, c'est pour dire, comme quand on parle du rift Emmanuel, et quand on parle du fait que la religion ne traverse pas l'Atlantique, eh bien, moi, je dirais que si. Je peux partir de là pour dire que pour moi, l'idée de l'espace ouvert, l'air, c'est partout en fait, dans un certain sens. La manière dont cela opère, que ça nous positionne, et nos visions, et d'où s'entrecroisent. Parce qu'il y a quelque chose qui met des gens en situation, où ils sentent que le problème vous suit, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et c'est pour ça qu'on le voit se manifester de manière à ce qu'on puisse s'identifier avec ça. Mais ça nous donne une toute petite chose avec les tea ladies que j'ai évoquées pendant la Révolution en 2018 au Soudan, en 2018-2019, qui s'est terminée avec un massacre au mois de juin 2019. Sur le site de la protestation de personnes assises, on nourrissait la population, tous ceux qui se trouvaient dans la ville. Et ils s'appelaient les mères de la Révolution, ces femmes-là. C'était les tea ladies qui les nourrissaient. Et au moment du massacre, c'était l'oblitération des corps noirs, y compris les tea ladies. Là, ça commence après la fin de ce massacre. Il y a des gens qui n'en sortent pas de cette manifestation. Et tout ce qui s'est passé, ça suit les gens toute leur vie. Et juste pour vous donner ce qui me frustre aussi par rapport à ça, c'est que c'est très spatial. Ça, c'est arrivé dans un lieu, et à l'intérieur des frontières, et on ne connaît rien. On ne sait rien de cet espace, de comment cela s'est produit, comment ça s'est formé, quelle est la forme. On connaît quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi ça n'imprime pas. Et ma frustration, et toute ma frustration réside dans ça. Donc, ce que je sais sur la spatialité comme architecte, d'où ça vient. Je m'arrête là parce que sinon, ça va être tout un truc. Je vais simplement compléter. Je crois beaucoup à la divergence et à la différence comme des formes de pouvoir. Mais je crois qu'il y a tellement de chevauchements, c'est pas identique, mais il y a une résonance très profonde entre nos contextes et, comment dire, nos façons d'être. Et je pense que peut-être il y a des synergies qui viennent des manières d'être qui sont plus intéressées par l'écoute du lieu et l'absorption d'abord avant de projeter. Absorber d'abord et projeter après. Et je pense qu'également, pour nous tous, on a tous hérité des choses qui étaient projetées sur nous. Et on gère ça maintenant. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des moments de résistance et de résurgence qui transcendent ceci. Et la résilience qui a pu fleurir et fonctionner dans tous les contextes, mais à des degrés différents. Mais ça a été manifesté malgré tout ça. Et je pense que également, il y a de la solidarité dans la différence. Et la différence a une puissance. Et on ne doit pas
Souvent, je critique des points de vue qui parlent des communalités sans reconnaître qu'on a le droit d'être différent et être ensemble. Et on peut fonder une théorie sur la différence, qu'il s'agisse d'Africains, Sud, les genres, les trans, etc. Il s'agit d'avoir ces perspectives de différence et les amener à cette question qu'on a tous héritée. Et cette question est la même pour tout le monde. Merci. Je prends une question qui nous vient, qui est pour tout le monde. Merci de ces interventions tranchantes, c'est très inspirant. Une question générale, à qui sent le besoin de répondre? Quelles sont les stratégies entre les populations noires, qu'il s'agisse d'architecture, des pratiques spatiales, pour éviter de revenir dans les modes technocratiques de gouvernance architecturale et aller au-delà de la formulation telle que design participatif, qui souvent implique des hiérarchies et la charité. Est-ce que quelqu'un veut s'attaquer à ça? Je vais bien répondre, dit Emmanuel. Pour moi, ça revient à ce que on lit souvent dans les études, dans les Black Studies, la différence entre s'installer et rester. Et ce qui est fascinant sur les présentations aujourd'hui, toutes les présentations, c'est la manière dont on parle de la temporalité et le fait que quel que soit le régime, quel que soit le régime d'oppression, ça va essayer toujours de capter cet espace. Donc, il faut toujours réinventer nos stratégies pour gérer ça. Donc, je crois qu'on a besoin, en tant qu'architecte, de s'éloigner de cette permanence et monumentalité et vraiment s'engager avec l'aspect intime de ces interventions temporaires. Et comment ces interventions temporaires ont pu produire une autre intervention pour le régime qui suit, parce qu'on sait que ces régimes ne vont pas partir demain. Les consolidations de pouvoir seront toujours là, mais je pense que nos engagements intimes avec nous-mêmes nous permettra de ne jamais accepter, de trouver des autres zones de résider et de continuer de bouger. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est peut-être une manière, c'est ma façon d'essayer de penser comme architecte. Et du point de vue de la représentation, on a été formé de créer des espaces statiques et de penser, oui, la puissance de cette manière-là. Et j'espère qu'on peut aller dans un sens qui nous permet de produire les manières de voir le monde et de représenter le monde qui sont engagées par rapport à la temporalité également. Je suis curieux d'entendre ce que vous avez contribué. Je pense que ça vient de la science, parce que vous travaillez beaucoup sur l'architecture par rapport aux écoles. Et on présente toutes sortes de risques et j'aimerais bien entendre quelles sont vos pensées. J'aimerais faire écho à ce que Emmanuel vient de dire, mais ce que je trouve, c'est qu'avec les étudiants d'autres provenances, l'aspect clé, c'est de disposer d'une certaine foi dans votre identité. La question d'éducation, eh bien, c'est que c'est une empreinte de l'identité que souhaite importer l'éducation. Il y a un détecteur. Alors, si j'entends encore une fois qu'on va sauver les Africains en construisant une école, eh bien, il y a toujours l'aspect des missionnaires. Mais plus important encore, si j'en reviens à la question de l'éducation, les livres, monographies, car la plupart des pays africains sont des lieux. On avait un système d'éducation en place. J'ai la chance de venir de la côte ouest de Lagos et ma mère s'appelle D'Acosta. Donc, c'est des gens qui sont revenus du Brésil. Alors que des gens de mon père, c'était ceux qui étaient vendus.
Mais le point que j'évoque, c'est qu'on trouve qu'il y a des systèmes éducatifs traditionnels autour de la circoncision, l'âge de majorité. Ça existait avant les missionnaires. Donc on avait, nous, si vous creusez dans l'histoire, vous vous rendez compte que ce système était déjà là. Et la manière dont ça existait, exactement comme dit Emmanuel, c'était temporel. Vous bâtissez cette initiative. Donc, vous étiez circoncis dans une cabine construite exprès pour ça. Et des grands bâtiments, maintenant on dit que la permanence est importante, les grands bâtiments comptent. Mais les êtres humains et les Africains ont vécu pendant très longtemps sans avoir cet attachement à l'espace et au lieu. Mais mon sentiment, c'est que l'évolution arrive. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans les villes temporaires, mais l'idée, c'est d'avoir une meilleure compréhension, et ça revient un petit peu à l'anthropologie. En quoi consiste quelque chose d'approprié, et sur quoi on peut construire, et pas toujours compter sur le dicton que l'Ouest connaît le mieux. The West knows best. Et ce qui en ressort, et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique du Sud où on utilise des matériaux du coin, et on parle de changement climatique, et tout d'un coup, on parle de technologies intermédiaires, etc. Donc tout cela, on dispose en nous-mêmes. Mais c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. On croit qu'on peut faire un vélo sans qu'on vous pousse. Vous n'allez pas vous déplacer dans cet espace. Mais je suis sûr, dans un certain sens, les mouvements qu'on a pu voir, et le Black Lives Matter de l'année dernière, ça a commencé à réouvrir cette discussion. Et encore une fois, avec les étudiants, je me rends compte qu'ils sont prêts à pousser les barrières qui ont été mises là. Et souvent, les barrières sont psychologiques. Je crois très clairement que nous avons une culture africaine. On l'a. Vous savez, la littérature, la musique, l'architecture, peut-être parce que c'est fixé dans le temps, c'est peut-être un peu plus lent à évaluer. Mais je pense qu'on va y arriver. First off, I didn't. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire auparavant. J'aimerais vous remercier pour ces très belles interventions qui sont emplies de poésie, d'espoir africain. J'aimerais revenir sur la question de notre public, sur la technocratisation de l'architecture, revenir là-dessus depuis les soulèvements, les associations d'avocats, de docteurs et de... Oh là, est-ce que vous pourriez m'aider? Troisième profession qui faisait partie de ces associations. Les ingénieurs, des docteurs et des avocats. Les docteurs représentaient le plus grand groupe dans cette association. Et j'aimerais donc demander pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'architectes qui faisaient partie de ces associations. Est-ce qu'on peut peut-être vous poser la question à tous et à toutes? Pourquoi est-ce que l'on trouve rarement des architectes, des patriciens en première ligne de ces soulèvements? Voilà. C'est un processus extrêmement insulaire. Concevoir l'idée d'un bâtiment, puis l'ériger. On n'a pas besoin de gens ici pour... Donc, je sais que ça peut être un peu réductif, mais le processus, parfois, ce processus d'implication évolue sur la base de la participation, des projets de développement qui commencent au sein de quartiers, la municipalité, et il y a un certain niveau de performance qui désactive tout cela. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Oh là, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup connaître votre opinion à ce sujet, au sujet des municipalités d'ailleurs. Ah, moi. Oui, bon, alors, si l'on se réfère à l'histoire, dans les années 60,
Now let me remember his name. Le regretté, il faut que je me souvienne de son prénom. Il a travaillé au Ghana également. Et c'était vraiment en première ligne dans ces mouvements-là, dans les années 60. Donc il y a bien eu une architecture urbaine, un mouvement d'architecture urbaine, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment eu lieu dans les années 90, etc. On avait des personnes comme JFC Turner qui parlaient du besoin de travailler avec les populations, et donc l'architecture se demandait ce qu'il fallait faire. Donc on s'intéressait à l'urbanisme au sein des communautés. Et là, on voit que les choses évoluent lentement. Au Royaume-Uni, on a des pratiques comme Assemble, des architectures médico-légales. Mais qu'est-ce que l'architecture? Qu'est-ce que l'on pense que l'architecture est? Qui est-ce qui dirige ces discours, ces récits? Et d'ailleurs, moi, j'ai quitté ce mouvement, cette architecture, parce que je pensais que c'était pas pour moi de faire de l'architecture pour des gens très riches à Lagos. Moi, je dirais que dans le sud, qui est-ce qui va payer la facture? Évidemment, tout va bien si on a un autre travail à côté qui nous permet de continuer. Je dirais que l'architecture est bien moins suivie que d'autres professions. Et les plus grands architectes n'étaient pas forcément entièrement diplômés, formés. Par exemple, Demas Wolko, qui aussi n'est plus architecte, était beaucoup plus artistique. Et maintenant, il a une certaine réputation. Il a conçu la chapelle catholique au Libéria. Et je dirais que cela nous permet de produire certains types d'architectes. Aujourd'hui, ce qu'il se passe avec ces écoles progressistes, et depuis l'année dernière, nous avons dû faire face au défi de ce que nous produisons, et les jeunes plus particulièrement, mais aussi, comme vous l'avez dit, les gens de manière générale se demandent quelle est la place des architectes dans cette discussion. Bon, alors, je ne vais pas critiquer des architectes que je connais ou que je ne connais pas, mais je pense qu'il est important que nous remettions constamment cela en question, plus particulièrement si ils proviennent d'un héritage différent de l'héritage occidental. Comment est-ce qu'ils continuent à s'impliquer au sein de leur culture? Parce que pendant trop longtemps, en tout cas au début de mes études universitaires, la culture dominante était extrêmement dominante. Et maintenant, il y a cette envie, cette impulsion, en partie à cause de la mondialisation, mais aussi parce que ces personnes ont demandé la création d'agences. S'il n'y avait pas ces agences-là, on ne saurait pas ce qui se passe maintenant. Et à partir de cela, Johannesburg est une des villes où l'infrastructure joue un rôle central dans les mouvements civils. Ces 20 dernières années, les questions de l'électricité, des autoroutes. Comment est-ce que les contre-espaces, comment est-ce que les contre-espaces s'inscrivent là-dedans? L'implication d'initiatives civiques au sens large. Je dirais que il y aura toujours des installations informelles. Qu'est-ce qui est informel et ce qui n'est pas informel? Quels sont les droits humains de base? Et là, je reviens au congrès panafricain qui a eu lieu à Manchester 6 mois avant le premier sitting des Nations Unies, et la déclaration des Nations Unies demande des services, un refuge et l'éducation. Et quand on a les infrastructures qui existent, alors la question est de savoir comment on peut distribuer de manière équitable ces infrastructures, pas de manière forcément marxiste, entre guillemets, mais la manière dont on peut s'impliquer avec ces infrastructures. Il ne s'agit pas forcément de systèmes de planification, de systèmes occidentaux de planification. Il y a des manières où l'on peut avoir une auto-organisation de ces infrastructures, la distribution de ces ressources là où elles doivent se trouver.
D'ailleurs, pour en revenir à l'anthropologie, on l'a dit, mais c'est encore trop tôt de le dire avec la pandémie, l'Afrique de l'Ouest, parce que Ebola avait déjà frappé, parce que beaucoup d'habitants d'Afrique de l'Ouest ont dû se tourner vers d'autres réseaux, ils ont pu bien mieux surveiller, tracer là où les communautés, eux, étaient et l'aide qu'il fallait distribuer. C'est là que l'on rajoute, qu'on entrecroise, qu'on superpose des réseaux qui existent déjà. For whom people will pay attention to. So in the Nigerian case, it's Dans le cas du Nigeria, il est connu que les gens se servent en termes d'électricité en déconnectant les fils. Et il s'agit réellement de comprendre cette communauté, de dialoguer avec eux, de comprendre leurs besoins. Donc, il y a un peu d'Ubuntu ici, effectivement, mais là, l'espace est également partagé. La question de la déconstruction. Déconstruction, comment on comprend la planification en elle-même dans les manuels qu'on nous enseigne. Merci. Et pour passer par le Nigeria vers l'Afrique du Sud, Soumaya, la parole est à vous. Merci beaucoup. Vous avez complètement raison en termes d'utilisation des infrastructures pendant l'apartheid. C'était beaucoup plus strict que ce que l'on ne le pensait, même en termes d'architecture. Donc, si vous ne le savez pas, toutes nos infrastructures étaient utilisées pour séparer les races. Et ce qu'il s'est passé, c'est que les infrastructures les plus toxiques étaient utilisées. Donc, plus on était noir, plus on était proche des zones toxiques, comme je l'ai dit dans ma présentation, des populations noires près de décharges de mines, près d'égouts, et les blancs près des terrains de golf, les arbres, les parcs. Et c'est le cas dans d'autres villes dans le monde entier, mais en Afrique du Sud, c'était extrêmement violent. Cela impliquait même la direction du vent, et ce qui nous a bien sûr qui a entraîné des questions générationnelles. En termes de contre-espace, d'espace alternatif, je pense qu'en Afrique du Sud, il y a deux types d'architecture. Un type qui est très occidental, qui se concentre sur des villes de grande qualité. Nous pouvons le faire à l'échelle mondiale et nous pouvons reproduire des blocs, des quartiers. Et puis un autre type d'architecture qui se concentre sur la question de les services, l'implication de la communauté, la création d'écoles, de logements. Mais je pense que ces deux camps, ces deux types manquent d'imagination cruellement, faute de meilleurs mots. Et je pense que entre les deux, il y a un projet social profond que l'on perd, le projet d'imaginer des infrastructures entièrement, des nouvelles manières de créer, d'être architecte, de concevoir l'architecture. Et moi, je dirais que nous devons explorer différentes manières d'utilisation de formes, de couleurs, de température, d'atmosphère. Des choses que l'on peut imprimer en utilisant des outils traditionnels, donc ne pas les renier, mais les compléter ou aller au-delà. Et dans les ouvrages de mes étudiants, je vois qu'ils se dirigent vers cette forme hybride entre l'ancien et des identités anciennes, mais ils adoptent également la culture pop, les choses plus modernes, et ils se dirigent vers des choses en termes de performance, d'autres choses que l'on a déjà mentionnées. Merci beaucoup. J'aimerais passer de la question de contre-espace et la reconstruction noire. Je dirais que ce sont des initiatives qui se rassemblent, qui se formalisent, et j'espérais, Emmanuel, que vous
puissiez nous donner peut-être une introduction rapide à ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils sont, comment ils s'informent, quels outils ils utilisent, est-ce que vous pensez faire à ce sujet? Comme vous l'avez dit, on est toujours en formation, en fait. Et donc, on a été 10 commissionnés pour l'exposition. Et on s'est rendu compte très vite que ces institutions n'ont pas l'infrastructure pour soutenir les architectes, les artistes et les designers comme nous. Il y a toujours une supposition que nous avons le financement nécessaire ou que nous avons les personnes nécessaires pour produire les expositions. Donc, très tôt, on s'est rendu compte qu'il faut devenir une collective pour pouvoir se défendre, pour s'avancer, pour produire une exposition. Mais également, au-delà, il faut s'assurer que les questions qui ont été posées aillent au-delà de 3 mois dans la ville de New York. Donc, alors, une partie de ce qu'on a commencé à faire, c'est commencer à demander des questions, des grandes questions, de produire des lectures. Et quelle est l'architecture de la réparation? Ça veut dire quoi d'imaginer la reconstruction noire aujourd'hui, etc. Et l'ambition, c'est qu'on espère qu'on pourra accueillir suffisamment de financement, qu'on puisse se rassembler une fois par an et soutenir des projets que nous estimons, d'une manière ou d'une autre, aident la libération des personnes noires. Cela pourrait être une pratique spatiale ou intellectuelle. Cela pourrait être une pratique artistique. Quoi qu'il en soit, on essaie de tailler des espaces qui pourront soutenir d'autres architectes. On était 10, on a été intéressés par des choses similaires. Je ne devrais pas dire architecte, je devrais dire des praticiens spatiaux, parce que la plupart d'entre nous ne sommes même pas les architectes avec un A majuscule. Et je pense que, on en a déjà parlé tout à l'heure, je pense, mais un de nos curateurs, Mabel Wilson, avance et fait une distinction entre les bâtiments et l'architecture. Je pense que c'est le projet fondamental. Nous tous, on refuse l'architecture avec un A majuscule, mais on est fascinés et investis dans les pratiques spatiaux. Donc, le Black Reconstruction Collective, c'est une formation. Je pense qu'il y a également l'état du contenu. Je réfléchissais, et je parle à Ola sur sa présentation. Ola, réfléchir de Freedom Park qui est réapproprié, ça devient un espace autre. Et la manière dont ça a pu faire une transformation. Donc ma question est pour vous, est-ce que vous croyez que c'est possible de réapproprier ou et peut-être transformer, quelle que soit la manière, quel que soit l'objectif, et comment vous définissez votre relation avec l'architecture, avec un A majuscule? C'est pour moi. Non, c'est Ola au sujet de Ola. C'est unique d'avoir 2 Ola. Well, I was just going to say that. J'allais dire que je dois dire à ce moment même, dans ma recherche et ce que je vois, et l'impact qu'on a eu sur nous, c'était un espace qui était dessiné et qui a commencé à opérer. Avec tout ce que j'ai compris autour de l'architecture. Il y avait des murs, et ça commençait à avoir des aménités, des toilettes, de l'électricité, etc. Et le fait que c'est devenu le terrain de l'État.
made me think that m'a fait penser kind of keep que si on conserve, je ne sais pas si on conserve, si on continue d'utiliser le même langage, what we want. ou est-ce que jusqu'à ce qu'on obtient ce qu'on veut. And I felt that Et j'ai senti qu'en fait, space like the avec l'espace comme le Freedom Park, that in that space que dans cet espace, évidemment, il y a toujours l'ombre de contrôle de l'État. Et je ne peux pas dire oui ou non, en fait, entièrement, mais maintenant, je sens que je ne le vois pas encore. have the vocabulary Parce qu'on n'a pas de vocabulaire pour pouvoir, vous savez, on n'a pas assez de vocabulaire. Mais je pense que on n'a pas le bon espace culturel, parce que tout a pris racine dans la compréhension, comme a dit Emmanuel, de la continuité des bâtiments et des espaces doivent rester. and that means that there's no this Ça veut dire que cet idéal est fixe, mais n'a pas de... understand what its relation Mais on ne sait pas quelle est la relation avec les gens. Et on ne comprend pas le rôle qu'ils jouent dans cette relationnalité les uns avec les autres. because of that issue. Et à cause de ça, je peux maintenant, avec mes sentiments, dire pas encore, pas encore. On n'en est pas là. Mais je pense qu'une fois que cette alphabétisation spatiale nous pousse en dehors de la propriété et la possession, là, il y aura, ça ouvre quelque chose. And that's why I always entertain the notion Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé de l'extérieur. look, you have On peut voir, on a un point de vue, on peut voir quelque chose. On n'a pas forcément un point de contact avec ce qu'on voit. Et ce qui c'est pas une négation de son existence et des possibilités. Just to jump in on that, I mean, Pour répondre à ça, il y a quelque chose qui m'obsède depuis peu. I really think we need Je pense vraiment qu'il faut trouver les moyens de se défaire de l'idée de propriété. Des artistes contemporains font ce travail. Si vous regardez les travaux de Cameron, it's a direct attack. c'est une attaque directe sur le régime de la propriété. But as architects, Mais en tant qu'architecte, je pense qu'on n'a pas trouvé une stratégie claire pour s'attaquer à ce régime. we're speaking about Donc on a parlé des espaces sans parler de ce régime. and I think that Et is je pense que c'est project le projet plus large qui pourrait potentiellement sauver l'architecture. question of scale. Mais c'est aussi une histoire d'échelle. There are ways in which Il y a des moyens dont les personnes essaient d'imaginer des mondes après la propriété, mais à une plus petite échelle. it's really acknowledge Donc c'est reconnaître, c'est attribuer une valeur à ces pratiques spatiaux, thinking about mais aussi de réfléchir à des interventions structurelles qui pourraient déstabiliser ce régime et nous aider à imaginer autre chose. I just want to quickly add that Je voulais compléter en disant que je ne pense pas que l'Ouest a inventé la forme. I believe Je crois very much in fortement both capital A architecture and dans l'architecture avec un A majuscule et avec un A minuscule et de pratiquer dans les deux mondes. Et je crois que même dans les formes statiques et dans les formes différentes qui viennent d'autres états d'être, je pense que pour la plupart, ça vient de la colonisation. Mais ça ne veut pas dire que d'autres manières de créer des formes n'existent pas. Ils ont existé. Et they still surface. Et ça vient à la surface toujours, mais c'est à nous, je ne sais pas, d'avancer et dans un mouvement d'émancipation. Et ça permet d'augmenter et d'inclure les deux dans une même approche. Thank you. Merci. We're running a tiny bit over time. On a un petit peu dépassé, mais je voulais prendre quelques minutes pour poser une dernière question, Made everybody reduce their sort of images to a single image, and now pour réduire une seule image. Et je voulais vous demander si aujourd'hui vous devez soumettre un mot à un glossaire pour permettre d'imaginer des infrastructures. Mais le premier mot, pas le seul mot, mais le premier mot qui vient à l'esprit, et on peut compléter avec d'autres mots par la suite. Mais peut-être un mot pour chacun vous pouvez dire le mot ou parler autour du mot.
Et c'est à qui veut parler en premier. It's a hard one. Ça, c'est difficile. I think I would say Je pense que je dirais networks. les réseaux global, réseautage. Maybe unboundedness. Sans frontières, je dirais, Yeah. sans In light of what happened. à la lumière de ce qui s'est passé. I think hijra, Kitra, which speaks to ce qui parlait d'un mouvement et l'hybridité. I'm cheating partially. Je vais tricher The name parce que installation. c'est le nom de notre installation, mais le mot pour moi, c'est immesurabilité. Networking, unboundedness, Réseautage sans bornes ou sans frontières. so networking, unboundedness, hijra, and immeasurability. Et imaginabilité. I would like to Et j'aimerais vous remercier tous sur ce de votre généreuse et inspirante participation interventions and thoughts. et réflexion. I will introduce the last segment. Et je vais donc introduire le dernier segment de ce soir. Thank you. Donc je vous remercie et j'espère que vous allez rester avec nous pour la séquence qui suit avec Chimoranga. Et Chimanga, c'est une plateforme d'écriture de l'art et de politique fondée par Ntoni Njabe en 2002, qui rassemble une myriade de voix de toute l'Afrique et la diaspora. Chimanga prend beaucoup de formes et opère comme une plateforme innovante pour les idées libres et une réflexion politique sur l'Afrique par les Africains. Parmi les résultats obtenus, citons une revue de culture, d'art et de politique du même nom, Chimanga Magazine. Et aussi, il y a The Chronic, une bibliothèque Chimanga, une intervention en cours dans la production de connaissances et l'archivage qui cherche à réimaginer la bibliothèque. African Cities Reader, une publication biennale sur la vie urbaine de style africain. Et la station spatiale panafricaine PASS, une station de radio en ligne et un studio pop-up. Je tiens à remercier Chimoranga et Ntoni Njabe pour l'utilisation gratuite de la photographie que nous avons utilisée pour le sommet. La photo représente le membre du mouvement des Arts Noirs, BAM, qui se réunissait à l'aéroport international de Lagos avant le Festrec 77, également connu sous le nom du deuxième festival mondial des arts et de la culture noire et africain, un festival international majeur qui s'est tenu à Lagos, au Nigeria, à partir du 15 janvier 1977. Et la photo a été gentiment permise grâce à Chimoranga. Ce soir, Chimoranga vous présente le Fest AC77 dans un cadre d'écoute très particulier de Lagos au Cap et l'avenir. Et merci d'avoir assisté à ce sommet de septembre. Merci.